RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous et merci d'être là, à la fois le dimanche matin sur RMC, vous le savez 6h, 7h, mais aussi dès le vendredi en podcast sur 01net.com, mais aussi sur rmc.fr et sur la chaîne 01 TV sur les box. De quoi je me mêle, votre rendez-vous dédié à l'actu high-tech. Ça bouge du côté des télécoms avec à la fois coup sur coup Bouygues et SFR qui ont annoncé en fait une nouvelle subvention. On connaissait la subvention des téléphones, et bien maintenant ils vont subventionner des télévisions. À quoi ça sert? Comment ça marche? Quelle est la stratégie des opérateurs télécoms? Focus sur SFR tout à l'heure. Le directeur général de SFR, Grégory Rabuel, sera mon invité. On évoquera aussi avec lui les réseaux, le confinement, le futur de la 5G. Bref, tous les sujets télécoms actuels. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment réagir avec le hashtag DQJMM sur Twitter, nous rejoindre sur la page Facebook. Merci d'être là. C'est parti pour De quoi je me mêle. Et bien sûr, De quoi je me mêle commence par le club de la presse IT, l'actu de la semaine avec Christopher Simonelli, directeur de la rédaction qui est là. Bonjour François, bonjour à tous. Et puis Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express. Bonjour Emmanuel. Bonjour François. Merci d'être là à vous deux. L'actualité de la tech cette semaine, c'est forcément, pour débuter, cette petite application qui va arriver sur nos stores dans quelques jours, dans quelques heures. Il s'agit de Stop Covid. Après plusieurs atermoiements, ça y est, on y est. Qui ouvre le bal? Peut-être Emmanuel, et puis après Chris pourra réagir. Stop Covid, ça y est, dans les starting blocks. Oui, exactement. Alors, il y a eu pas mal de doutes, parce que c'était un peu le baptême du feu pour Cédrico, le secrétaire d'État au numérique. C'était lui qui portait le projet. Ah oui, il a mise beaucoup. Exactement, il s'est exposé. Il a été vendre son projet à l'Assemblée nationale. Bon, là, c'était plutôt gagné, parce que l'Assemblée nationale est quand même majoritairement en marche, donc pour le coup, oui. Là c'est passé facilement. En revanche, il y avait une grosse interrogation au Sénat, qui est majoritairement plutôt à droite, et une partie de la droite était vraiment contre ce projet. Les partis socialistes étaient contre, Jean-Luc Mélenchon était contre, donc il y avait quand même pas mal d'opposition politique pour des risques de surveillance de la population au travers de cette application. Il y avait une interrogation de la CNIL aussi, bon, ça a été passé... Ça a été passé sous condition quand même, La CNIL a dit attention, ça doit être borné dans le temps, on doit avoir un droit de destruction des données qui peuvent être collectées nous concernant, donc il y a quand même des conditions, c'est pas un blanc-seing qui a été donné par la Commission nationale de l'informatique et liberté. Et donc on voit qu'aujourd'hui l'application doit sortir le 2 juin. Au début le secrétaire d'État a dit ce week-end, mais il y a de fortes chances que ce week-end ce soit pas prêt. Moi j'ai eu un des concepteurs, on m'a dit c'est jamais une très bonne idée de lancer une application en plein week-end de Pentecôte en plus, parce que du coup on dort pas le dimanche, on dort pas le lundi non plus, donc on va peut-être attendre le 2, voilà. Donc, et après la vraie question c'est est-ce que les gens vont l'installer? Et une fois installé, est-ce que les gens vont l'utiliser? Parce que là, il y a quand même deux principes qui sont un peu compliqués. C'est un, allumer le Bluetooth en permanence de son téléphone pour que les téléphones puissent discuter entre eux lorsqu'on se balade dans la rue. Et deux, lancer l'application et la laisser ouverte. Christopher, est-ce qu'on peut expliquer à quoi va servir cette appli, tout simplement? Oui, de manière... alors, pour schématiser, vous installez l'application. On est tous les trois là sur le plateau. On a tous les trois l'application installée sur notre téléphone. Mon application va se mettre en relation avec vos applications, vos smartphones. Et donc ça, c'est en permanence. Ça crée un maillage en permanence avec tous les gens qui ont installé l'application. Si d'aventure, il se trouve que j'attrape le coronavirus, je touche du bois, eh bien... vous qui avez été en contact avec moi, vous allez avoir une notification. Enfin, je dis dans mon appli, j'ai le coronavirus, je le déclare avec. Et tu vas recevoir un code que tu vas rentrer dans l'application. Je rentre mon code dans l'application. Qui disent qu'ils avaient le coronavirus. Et si vous avez été en contact avec moi dans les 14 derniers jours, pendant 15 minutes à moins d'un mètre ou à un mètre à un mètre d'écart, pardon. Vous allez avoir une notification qui vous dit « Attention, vous avez été exposé à une personne qui a attrapé le coronavirus. Ça vaut peut-être le coup que vous ayez faire un test chez votre médecin. » Voilà. Ça se passe comme ça. Maintenant, ça, c'est dans le meilleur des mondes. Aujourd'hui, il y a deux environnements, deux écosystèmes mobiles qui sont iOS et Android. Sur Android, la manière dont est conçu le système fait que ça peut fonctionner en permanence. Le Bluetooth est activé en permanence. Et même si l'appli est en veille mais pas affichée,
en permanence à l'écran, elle peut continuer à fonctionner en tâche de fond. Par contre, sur iOS, ça, c'est impossible. Et Apple a refusé de donner un blanc-seing à l'État ou bien de faire une exception à cette règle pour le gouvernement, pour cette application. Donc, l'État a dû utiliser, les développeurs ont dû utiliser une solution de contournement pour iOS, ce qui fait qu'elle ne pourra fonctionner que lorsqu'elle est lancée et votre téléphone allumé. Donc sortie de veille. Donc voilà, on peut dire que le fonctionnement est quand même assez dégradé par rapport à la promesse initiale, mais il faut dire aussi qu'en France, la majorité du parc est Android. Je crois que c'est 80%, 20%, hein, c'est ça. 80%. C'est dingue d'ailleurs. Et la petite lueur d'espoir pour les développeurs, c'est qu'un smartphone Android pourra réveiller un smartphone iOS. Donc comme on est à 80-20... C'est quand même une information importante. Voilà. Hein. Un Android qui réveille un iOS, c'est rare. Et comme on est dans une répartition 80-20, on peut se dire que s'il y a une bonne part de la population qui l'installe, elle pourra avoir une certaine efficacité. On pourrait revenir sur tous les fantasmes qu'il y a autour de cette application, notamment Jean-Luc Mélenchon qui a encore dit hier à l'Assemblée que l'appli allait aspirer tous les contacts du téléphone, etc. Ce qui est complètement une fake news absolue. Oui, c'est même complètement irresponsable, moi je trouve, de la part d'un responsable politique de raconter ce genre de choses dans l'hémicycle. Sa méconnaissance du sujet. Oui, c'est-à-dire qu'il a même pas vérifié l'information. Aucune vérification de cette information. Alors c'est faux, bien évidemment. C'est gravissime. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette application. Ça circule beaucoup sur les réseaux sociaux. La CNIL a émis des réserves. La CNIL est là pour justement jouer ce rôle de garde-fou. Voilà, c'est à la CNIL de faire ça. Et pas des opposants qui utilisent en plus des arguments qui sont complètement erronés. Emmanuel Paquette, est-ce que c'est pas un peu trop tard tout ça ? On se rend compte que ça y est, le déconfinement est engagé, que on touche du bois et on prie pour que ce soit le cas. Le virus est en train de disparaître, doucement. Encore une fois, tout ça avec un gros conditionnel. C'est pas un peu trop tard de lancer cette application ? Effectivement, moi je pense qu'il y a trois écueils. Le premier, comme tu le dis, c'est effectivement ça arrive tard, puisque ça fait déjà 3 semaines de déconfinement. Donc la plupart des régions sont passées dans le vert, à part l'Île-de-France, qui est toujours en orange. Et donc on nous dit équipez-vous pour briser la chaîne de contamination. Bon, on se dit pourquoi maintenant, pourquoi pas plus tôt. Alors quand on en parle aux développeurs, ils ont dit mais ça nous a demandé quand même pas mal de travail, de discussion avec Apple, avec Google. On pouvait pas, on a fait notre possible. En plus ils ont tous travaillé gratuitement pour mettre en place cette application. Donc c'est vrai que c'est difficile de leur dire vous auriez dû aller un peu plus vite. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la France se trouve totalement isolée sur son choix technologique au niveau mondial, puisqu'ils avaient décidé de s'associer avec l'Allemagne pour faire en sorte que le matching entre la correspondance entre ma base de données à moi et celle par exemple de Christopher qui s'est déclaré comme malade devait se faire dans chacun des téléphones dans l'architecture Google Apple. Donc toutes les données restent dans les téléphones des utilisateurs. La France et l'Allemagne se sont dit nous on va faire autre chose, on va rapatrier toutes ces données de correspondance dans un serveur central sécurisé bien sûr, voilà, sous la direction du ministère de la Santé. Et la correspondance se fait dans le serveur. Donc c'est pour ça qu'on parle dans le téléphone. Pas dans le téléphone. C'est pour ça qu'on parle d'un modèle décentralisé sur un modèle décentralisé. Et en fait l'Allemagne a décidé à un moment donné de rompre et de partir de son côté et d'adopter la technologie Google Apple. Donc elle a laissé tomber ce modèle centralisé, partenariat qu'il y avait entre la France et l'Allemagne pour choisir en fait la solution américaine. Voilà, exactement. Et du coup aujourd'hui on se retrouve avec l'Allemagne chez Google Apple, l'Italie chez Google Apple, l'Estonie chez Google Apple, la Finlande, enfin en gros il y a 23 pays dans le monde qui ont décidé de s'associer avec Google Apple et on est le seul pays avec notre technologie et notre protocole Robert. Donc ça pose un vrai question. Parce que l'appli s'appelle Robert. Enfin, exactement, le protocole s'appelle Robert. Excusez-moi, oui effectivement. Et ça pose une autre question, c'est que le jour où on sort des frontières, est-ce que ça va être interopérable avec nos voisins allemands, nos voisins italiens, nos voisins finlandais ? Même les Britanniques sont en train de se poser la question de savoir s'ils restent sur un modèle centralisé ou décentralisé. Donc ça risque de poser un deuxième problème qui est l'efficacité. Et dernier point, et je fais très vite, en Australie où 6 millions de personnes l'ont installé, au bout d'un mois, l'application a décelé 1 cas. Donc on peut se demander tout ça pour ça. Voilà. Après, je crois que l'Australie n'a pas été un foyer infectieux effectivement, très tu as raison. Il y a pas mal d'espace. Voilà, c'est ça. Il y a des conditions climatiques aussi qui font que, peut-être que, et heureusement, et tant mieux pour eux, les Australiens n'ont pas été autant touchés que nous concernant ce virus. Donc ça va être très intéressant et on espère que Cédric O et son secrétariat nous donnera des points d'étape en fait, pour savoir si on détecte des gens qui sont contaminés ou pas avec cette appli Stop Covid, qui sera gratuite, bien sûr. L'intérêt
l'intérêt, c'est qu'il n'y a aucun enregistrement à faire. Vous n'avez pas à remplir des champs tout est anonyme. En fait, il suffit d'installer l'appli, de mettre en route le Bluetooth, de la lancer, et après, automatiquement, elle fait son job. Total sur vos données aussi, c'est important de le signaler. Oui. Vous pouvez supprimer votre historique, supprimer les données, garder l'application, mais supprimer les données qui ne sont plus utiles. Voilà, il y a quand même un soin particulier qui a été apporté aux données personnelles. Voilà, on aura l'occasion évidemment d'en reparler. Deuxième titre d'actu, alors qui n'est pas forcément lié à la tech, mais un peu quand même aux réseaux sociaux, c'est le dernier coup d'éclat de Donald Trump. Emmanuel, Christopher, qui s'en prend carrément à Twitter parce que Twitter a décidé, alors je ne sais pas si on peut dire contredire, mais en tout cas d'apporter une information supplémentaire à un tweet de Donald Trump, et Twitter jugeant que ce tweet était une fake news. On est bien d'accord, hein ? Oui, effectivement. En fait, il y a eu 2 tweets même. Il y avait 2 tweets. Exactement. Et les 2 ont été un peu censurés par Twitter. C'était sur le vote par correspondance, en fait. Exactement, sur le fait que le vote par correspondance n'était pas fiable. Et Twitter a dit, bah non, il n'y a pas d'information qui va dans ce sens-là. Donc effectivement, il y a une forme de censure de la part de Twitter. Tout de suite, le président Trump a dit, bah, je vais signer un décret qui a été signé dans la nuit de jeudi à vendredi pour dire que, en raison du premier amendement américain, la liberté d'expression, les plateformes ne peuvent pas censurer les contenus, y compris ceux du président. En raison de la liberté d'expression, c'est ça qui est fort. Exactement. Et s'attaque en fait à la section, alors on appelle ça la section 230 d'un décret d'une loi qui a été créée en 96, qui stipule que les hébergeurs... À l'époque où Twitter n'existait pas. Exactement. Évidemment. Mais les hébergeurs, oui. Donc un hébergeur n'est pas responsable des contenus qu'il peut distribuer ou diffuser. En revanche, si à un moment donné un juge considère que le contenu est fallacieux ou appelle à la violence ou au terrorisme, peut demander un retrait de la plateforme qui est obligé de s'exécuter. Donc on revient sur un vieux débat qui est un peu un serpent de mer dans l'ère d'Internet. On a connu en France aussi. Christopher, toi vous connaissez ça par cœur, entre le statut dit d'hébergeur et le statut d'éditeur. Alors c'est un débat qui existe aussi en Europe, et on est en train de trouver une voie médiane entre éditeur et hébergeur pour savoir qui est responsable des contenus qui sont diffusés sur telle plateforme. Et là, Trump, lui, il y va franco pour le coup, et ça fait beaucoup parler aux États-Unis. Et il est fort probable qu'il y ait, lui-même l'a dit, des procès sur ce décret, puisqu'il ne respecte pas le droit, il fait lui-même le droit. Alors, c'est incroyable. Pour revenir, si vous n'avez pas suivi cette histoire-là, donc Trump, par 2 tweets, explique que le vote par correspondance n'est pas fiable, que ça ne marche pas, qu'il peut y avoir des fraudes, etc. Ouais. Je résume. Sauf que, en fait, dans la presse américaine, on dit exactement le contraire. On dit que ça fonctionne. Et donc, Twitter a décidé d'ajouter à la fin du tweet un lien qui récapitule en fait toutes les vraies informations issues de CNN, enfin des grands titres de presse américains, et c'est ça qui rend fou complètement Donald Trump. À noter quand même le courage de Twitter de se lancer quand même dans cette bataille, parce que Twitter, c'est vraiment l'outil de communication de Donald Trump. Il tweet tout et n'importe quoi. Exactement. Et Facebook de l'autre côté qui dit nous on n'est pas le garant de la vérité. Mark Zuckerberg qui a déclaré quelques heures après, qui prend une autre posture. Christopher, cette histoire est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Bon, on va pas pousser à l'extrême, mais ça ressemble à la réaction d'un régime dictatorial limite, quoi. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui me plaît pas moi personnellement, je fais voter un décret pour corriger cette situation. Donc on est d'accord, on est aux États-Unis, on n'est pas en Corée du Nord, mais je trouve que cette réaction, elle est digne de Donald Trump de ses plus grandes heures, mais elle est juste incroyable, sachant aussi que Donald Trump, c'est Monsieur Fake News. Quand même, dans la conférence de presse, combien de journalistes et combien de médias il a attaqué. Voilà, il a attaqué en leur disant que c'était des médias fake news, etc. Voilà, je trouve ça dingue. Je suis même pas sûr que ça vaille le coup d'en parler encore si longtemps que ça, parce que tellement c'est... Non, ce qui est intéressant, c'est la posture de Twitter, je trouve, qui est plutôt courageuse et qui, à l'heure où on enregistre cette émission, n'a pas enlevé son lien. C'est-à-dire que le tweet est toujours noté avec le lien pour vérifier ces informations. Alors, c'est courageux, mais maintenant, il va falloir qu'il y ait une suite à ça. Parce que bien sûr. S'ils le font pour Donald Trump, il ne faut pas qu'il y ait un côté partisan dans ce qu'a fait Twitter. Donc, il faut qu'ils le fassent pour tous les partis, tous les représentants politiques. La boîte de Pandore est ouverte. Exactement. C'est ce que Christopher a raison. Ils viennent de mettre le doigt ou la main dans quelque chose, dans un engrenage compliqué. Ils deviennent ils ont la même responsabilité qu'un éditeur, qu'un journal en fait. Tout à l'heure, je recevrai le directeur général d'SFR. On évoquera les nouvelles offres que les opérateurs décident de lancer, à savoir des télévisions qui vont être subventionnées. Et dans le domaine des télécoms, justement, Emmanuel, c'est Martin Bouygues qui a lancé cette petite bombe il y a quelques jours. Il veut retarder le lancement de la 5G.
Exactement. Et Alors, pourquoi c'était un peu inattendu de la part du gouvernement qui ne s'attendait pas à ce type de sortie et même du gendarme des télécoms, qui a été surpris par cette demande. Alors, visiblement, l'argument avancé dans cette tribune publiée dans le Figaro par Martin Bouygues, c'est de dire qu'il y a trop de gens qui s'interrogent sur est-ce que la 5G, c'est pas lié, par exemple, au coronavirus. Il dit, bien sûr, c'est pas le cas, mais ça demande quand même d'éduquer, de parler de cette technologie. Il y a des gens qui s'attaquent à des pylônes, on le voit à l'étranger, mais on le voit même en France. Il y a des pylônes qui ont commencé à être attaqués. Je crois qu'en Isère, il y a plusieurs pylônes qui ont été brûlés. Exactement. Et donc de dire, il faut faire de la pédagogie auprès du grand public, et puis après tout, on n'est pas si pressé que ça, la technologie 5G n'est pas totalement mature, donc on peut encore attendre. Et les terminaux, il n'y en a pas tant que ça non plus sur le marché. Donc pourquoi se presser ? Alors, ce qu'on peut se demander aussi, c'est... Est-ce qu'elle est sincère, cette posture ? Moi, je ne pense pas. Je pense que derrière, c'est plutôt le groupe Bouygues qui a quelques difficultés à l'heure du coronavirus. Parce que BTP a été au point mort pendant 2 mois. Exactement, ce qui est quand même le cœur de l'activité aujourd'hui de Bouygues Télécom. C'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau en chiffre d'affaires, mais pas en rentabilité. Pas en rentabilité. Le BTP est beaucoup moins rentable, évidemment. Et puis, l'autre activité de Bouygues, c'est TF1. Et donc, on sait très bien que les médias ont plus de publicité, même s'ils ont des très bonnes audiences, mais plus de publicité depuis plusieurs mois. Donc, c'est le seul acteur totalement diversifié, BTP, médias, télécom, qui fait qu'aujourd'hui, il a au moins 2 de ces métiers qui sont assez fragilisés, et le troisième qui se porte plutôt bien, les télécoms, mais qui se dit, si on peut retarder un peu les enchères, c'est toujours ça de gagner. Est-ce que ça va passer ou pas ? Ça va dépendre de la posture des autres. En l'occurrence, Free a dit qu'eux voulaient y aller. Je pense que c'est aussi pour mettre un peu un coup de pied de l'âne à Bouygues. Oui. Orange, dont le gouvernement a quand même encore une grosse pourcentage du capital, continue de dire qu'il va y aller. Donc il reste SFR aussi et Bouygues, qui ont aussi le même problème d'ailleurs tous les deux, d'être équipés en Huawei et de ne pas savoir s'il ne va pas y avoir un deuxième coup après les enchères, qui est de rééquiper leur station de base et leur cœur de réseau, enfin une partie du réseau en produits Huawei. La stratégie de la 5G de SFR, on posera la question tout à l'heure à Grégory Rabuel, le directeur général, qui nous dira si justement il s'aligne sur la volonté de Bouygues Télécom de décaler cette 5G. On verra bien, c'est à suivre. Autre titre d'actu, c'est Xiaomi, ou Xiaomi, c'est toujours compliqué à prononcer, à la chinoise c'est Xiaomi, qui, vous le savez, est un constructeur de produits high-tech en Chine qui cartonne et qui a annoncé cette semaine, Christopher et Emmanuel, des nouveaux produits, notamment des télévisions à des rapports qualité-prix incroyables. Vous vous retrouvez avec des télés à moins de 500 €, mais qui sont connectées sous Android, etc., qui pourront piloter des objets connectés. C'est quand même assez fort. 2 nouveaux téléphones, des Xiaomi, des Red Note 9, qui sont des téléphones à l'excellent rapport à qualité-prix. Pour 200 €, on a un téléphone qui est quasi complet, un bon appareil photo, etc. Une batterie de 5000 mAh, ce qui est énorme pour ce type de segment à 200 €. Et puis enfin, un vélo électrique. Vous savez que là, c'est vraiment la mode du vélo électrique. Le déconfinement est l'une des stars du déconfinement, c'est le vélo électrique. Et là, ils sortent un petit vélo étrange, qui est en fait compatible enfant et adulte. Il faut voir s'il est confortable aussi, à 1000 €. Et pour 1000 €, vous avez un vélo électrique, plutôt sympa, avec 45 km d'autonomie, 20 km/h de vitesse de pointe. Et puis surtout, il est connecté. C'est-à-dire que vous avez sur votre appli, vous pouvez gérer ce vélo. Xiaomi qui continue en fait on va dire sa conquête sur le marché français. C'est une bonne idée ou pas, Chris, à ton avis ? Xiaomi, on a tendance à l'oublier, mais en Chine, c'est quelque chose d'absolument énorme. Xiaomi est considéré en Chine un peu comme l'Apple asiatique. C'est une valorisation de 40 à 50 milliards de dollars, ce qui est absolument énorme. Et ils ont cette capacité à se diversifier très largement. D'ailleurs, si vous allez dans les boutiques Xiaomi qui ont ouvert, qui pullulent en tout cas plus en plus en France. Il y en a à Paris. Oui, il y en a à Paris. Vous avez des téléphones, des trottinettes, mais aussi des serviettes de bain ou des objets qui n'ont rien à voir avec la technologie. Oui. Donc, c'est un acteur qui a de grosses et de très fortes ambitions en dehors de la Chine. Et en ce moment, il y a un vrai coup à jouer avec la mauvaise passe dans laquelle se retrouve Huawei. Xiaomi fait partie des prétendants au poste de Huawei, c'est-à-dire que Huawei comme est à terre, tout comme voilà. Xiaomi marche dessus, quoi. En fait, exactement. Ils investissent énormément aujourd'hui en marketing, dans les boutiques, etc., dans la diversification, pour augmenter leur image de marque en dehors de la Chine et prendre la place de Huawei. Chose intéressante aussi pour Xiaomi, Xiaomi est aussi un incubateur en Chine, c'est-à-dire qu'ils vont financer des projets
de produits connectés, de produits high-tech, mais aussi d'aspirateurs, de plein de choses. Donc, ils viennent incuber des startups. Et une fois que ces startups sont suffisamment matures et que leur produit est suffisamment mature, ils rebrandent Xiaomi et ils n'oublient jamais quand même de mentionner le projet d'origine. Je trouve que c'est un très bon état d'esprit aussi. Oui, bien sûr. De soutenir dire, des startups, l'innovation après, peut aussi venir de l'extérieur, de structures plus petites. Très bien. Xiaomi, Emmanuel. Oui, alors je pense qu'aussi leur stratégie, notamment dans les téléviseurs ou les vélos électriques, c'est quand même concomitant avec la fin du confinement, notamment en Europe, dans plusieurs pays européens, puisque là, qu'est-ce qui se passe ? D'une part, le télétravail va continuer massivement. Donc on peut se dire, vaut mieux s'équiper d'un meilleur téléviseur maintenant, parce qu'on va passer quand même plus de temps à la maison avec les enfants. Oui. Donc est-ce que c'est pas le moment de se rééquiper ? Donc c'est quand même malin d'attaquer de manière agressive le marché. C'est vrai qu'il y a eu un amour qui est revenu concernant la télévision pendant ce confinement. Oui, la consommation n'a jamais été aussi importante sur le téléviseur, même si les ventes elles, ont chuté au niveau mondial au premier trimestre. Donc peut-être que des gens vont vouloir se rééquiper après le déconfinement. Et puis le vélo électrique, on voit qu'aujourd'hui, le marché du vélo est en train d'exploser pour se rendre au travail, etc. Et donc c'est plutôt bien joué de la part de Xiaomi de se positionner sur ces marchés-là en étant agressif au moment où, au moment où l'économie reprend et les gens commencent à sortir. Donc voilà, moi je trouve que c'est plutôt bien joué. Les prix sont assez impressionnants, 450 € pour une télé 55 pouces. C'est connecté et plutôt joli en fait. On sait que Xiaomi fait toujours attention au design. Après, il faut voir la qualité d'image, mais ça sera le labo 01net qui pourra tester tout ça lorsqu'on recevra un exemplaire. Un mot aussi, on va revenir sur les opérateurs télécoms, on parlait de télé. Pourquoi, Emmanuel, les opérateurs ont décidé, alors on posera la question tout à l'heure au patron d'SFR, mais pourquoi maintenant les opérateurs décident de vendre des télés et de les subventionner comme ils ont subventionné depuis des dizaines d'années les téléphones ? En fait, c'est un peu un serpent de mer. Moi, on en a parlé depuis longtemps avec les opérateurs télécoms et même les fabricants de télé, parce que l'idée, c'est que dans la télécommunication fixe, ce qui est très coûteux pour un opérateur, c'est de lancer une nouvelle box et de faire en sorte que cette box, elle est chez vous. Et donc, l'opérateur avance la trésorerie de cette box, qui peut valoir 500, 600, 700 €, voire 1000 €. On parle pour la Freebox Delta, par exemple. Et donc, ça, c'est de la trésorerie dehors pour une entreprise pendant longtemps. En vous associant avec un fabricant de télé, en l'occurrence Samsung, dans le cas des deux, de Bouygues Telecom et de SFR, ça permet de basculer une partie du prix d'une des deux boxes dans le téléviseur, en tout cas dans le cas de Bouygues. Et donc de faire des économies déjà, puisque c'est Samsung qui va supporter une partie de ce prix de cette box, d'une des deux boxes. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça permet de fidéliser les nouveaux abonnés en disant qu'ils vont rester au moins 24 mois, puisque c'est la durée à peu près durant laquelle on va payer le téléviseur. Donc tout ça peut paraître... Même si on peut résilier plutôt avec la loi Châtel. Exactement. La loi Châtel fonctionnera. Après, il faut payer par contre. Oui. Il faut payer le reste. Mais un peu moins. Exactement. Donc effectivement, ça permet de fidéliser et d'éviter du churn, c'est-à-dire du taux d'attrition, c'est-à-dire des abonnés qui quittent SFR pour aller chez Bouygues, Bouygues pour Free, etc. et qui tournent. Même si le churn sur le fixe est moins présent que sur le mobile, non ? Enfin, en général, quand on a notre box à la maison... Oui, parce qu'il faut la rendre, c'est compliqué. Il faut la renvoyer, c'est un peu lourd. Donc on a tellement peur de ne plus avoir de connexion Internet à la maison. Exactement. Donc le churn, tu as raison, le taux d'attrition est plus faible dans le fixe. Moi, là où ça m'étonne, c'est que j'en ai parlé il y a longtemps avec les opérateurs, ils m'ont dit on n'ira pas parce que, pour deux raisons. D'une part, quand on achète un téléviseur, qu'est-ce qu'on veut ? C'est le voir, le toucher, etc. Donc il va falloir les mettre dans les boutiques des opérateurs, ça va prendre de la place. Bien sûr. Ce que veulent faire des opérateurs, c'est vendre du téléphone mobile et avec des gens qui restent pas longtemps, quoi. Donc on voit que les contraintes sont opposées entre le mobile et le téléviseur. Et puis dernier point, on change de téléphone à peu près tous les 18 à 20 mois. Donc ça vaut le coup à chaque fois de faire un nouveau forfait pour réengager quelqu'un sur 18-20 mois. Un téléviseur, la durée de vie, on est sur entre 5 et 7 ans. Donc c'est-à-dire que là, on est sur des durées beaucoup plus longues et on peut fidéliser quelqu'un que sur 2 ans. Ouais. Même si, à mon avis, la durée de vie des télévisions à la maison va baisser parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de technologie et finalement, vous avez le même cœur qu'un smartphone dans une télé. Et donc, ce cœur vieillit. Et on se rend compte que des télés connectées qui ont 2-3 ans marchent beaucoup moins bien que celles d'aujourd'hui. Donc, ça vieillit plus vite. Christopher, à ton avis, pourquoi cette stratégie de vendre des télés ? Tu rejoins Emmanuel ? Il y a une volonté d'économiser les coûts de développement sur les box. Aujourd'hui, les box, ça coûte très très cher à fabriquer. Ça demande des ressources humaines quand même assez colossales. Maintenant, avoir des box pour les opérateurs, ça leur permet aussi de garder la maîtrise
leur flux, de leurs services, des services associés, des options. Donc c'est super stratégique. Là, j'avoue que Bouygues, qui se dit moi j'ai plus de box et je mets mon appli dans un téléviseur Samsung, j'ai du mal à comprendre de ce lâcher prise entre guillemets de la part de Bouygues, et qui dit finalement tout ce que j'ai bâti sur mes box, je le mets uniquement dans une appli, sachant qu'aujourd'hui mon appli Bbox va se retrouver à côté de l'appli MyCanal, Netflix, etc., avec une concurrence monstrueuse. Oui. Alors que quand j'allume ma box, je suis dans l'environnement de l'opérateur. Exactement. Et ça change tout. Et l'autre chose, c'est que on a l'impression que c'est simple. Tiens, je développe une appli et du coup j'ai tout mon environnement télé sur toutes les télés du monde. Et c'est pas vrai. Entre un téléviseur Android Sony et un téléviseur Android Philips, c'est deux développements complètement différents, parce qu'il n'y a pas le même processeur, il n'y a pas la même puissance derrière, c'est pas la même taille, etc. Donc ça demande aussi des coûts de développement qui sont considérables et qu'il ne faut pas négliger. Donc voilà, Bouygues va gagner d'un côté, mais va perdre aussi pas mal de l'autre. Ça va être intéressant à regarder en tout cas. Alors que la stratégie d'SFR est légèrement différente. On va rentrer dans le détail dans un instant, puisque SFR ne fait que commercialiser cette télé et garde en parallèle la box qui est obligatoire en fait, si on veut bénéficier de cette offre de télé subventionnée. Merci à tous les deux. Merci Emmanuel Paquette. Merci. Journaliste à l'Express, et à Christopher Sibili, donc directeur de la rédaction de 01net. Vous restez avec nous. L'actualité des télécoms dans un instant pour la suite de ce De quoi je me mêle avec Grégory Rabuel, mon invité, le DG d'SFR. À tout de suite. De quoi je me mêle sur RMC et 01 TV.